est un peu l'instrument céleste par excellence, ne serait-ce que par son emplacement entre terre et ciel. Le toucher extrêmement léger, très proche du clavecin. La première fois que je suis venu ici, ça fait un certain nombre d'années, j'ai été conquis par l'instrument. Pourquoi? Tous les tuyaux sont anciens. Tous. Quand on les remet à leur hauteur, on retrouve, avec une pression assez basse, on retrouve un langage clair et une luminosité du timbre. On a récupéré également l'accord mésotonique, c'est-à-dire les 8 tierces majeures justes, comme il se pratiquait en France, un peu dans beaucoup de pays. D'ailleurs, on dit l'accord mésotonique, il y a 8 tierces majeures justes, il y a une quinte du loup et il y a 4 tierces qui sont un peu outrées. Pythagore dit ceci: harmonie, juste équilibre des contraires. C'est en général un son sonore et doux. Dulcis et sonoras, dit qu'on en italien, sonore et doux, éclatant et moelleux, brillant et tendre, et la 7e qualité, net. On a respecté le tempérament de l'époque, qui est donc... ça veut dire que les demi-tons ne sont pas égaux, comme sur un piano, mais ils sont inégaux. Donc toutes les pièces, par exemple, entre Do et Do dièse, c'est pas le même intervalle qu'entre Do dièse et Ré. Donc du coup, les pièces chromatiques, et il y en a beaucoup à cette époque, prennent un relief, une couleur, des jeux d'ombre et de lumière qui sont voulus par le compositeur, à qui on rend justice vraiment avec un instrument comme celui-là. Monter un festival de cette ambition dans le Far West français et européen était un défi qu'il nous fallait vraiment faire approuver par le ministère de la Culture. Et Maurice Fleuret, qui était directeur de la musique à l'époque, nous a vraiment encouragés pour monter ce festival, alors même qu'il était en train de concevoir avec Philippe Baussan le Centre de musique baroque de Versailles. Qui dit festival de musique, dit musique vivante. Et ça, c'est une chose très importante, parce que la musique, c'est une chose qui vit au moment où on la joue. Et si on s'occupe de musique ancienne, on s'occupe évidemment de recherche historique, de patrimoine, etc., mais de rendre ça vivant, parce que cette musique a été vivante au moment où elle a été conçue. Et comment rendre vivante la musique? Et alors là, à ce moment-là, la question de l'enseignement, de la transmission prend tout son sens. Le fait est qu'en ce moment, pendant une semaine, tout l'Envélec vit au son de la musique. Donc il faut arriver à les combiner ensemble. Ça veut dire qu'il faut que les deux mains soient désolidarisées quelque part. Le travail des yeux. Jamais la tête dans la direction du regard. Par exemple, quand je vous dis Om, padadadim, padadada, voilà, ça va se faire avec un, je sais pas, moi, il y a le rond du coude, rond du poignet, on doit toujours être convaincant. Ce qu'on appelle la démonstration, hein, qui réside là, dans le coin. Tout ce qui comporte une notion déjà de sentiment, d'affect.
Tirariton, piroliton, piroliton, piroliton. Sur la séquence, allez-y doucement. Voilà. Pour avoir une expression la plus intense que possible. Encore une fois. Avec nos classes de clavier, orgue, clavecin, violon, viol de gambe et chant, nous avons une sorte de microcosme qui nous permet de saisir cette musique dans son entier. D'où la pratique d'ensemble qui est indispensable. On ne peut pas jouer bien tout seul si on ne sait pas jouer avec les autres. Donc tout ça est lié. Et ce qui est intéressant dans l'Académie de l'Envelec, c'est que nous arrivons justement à mettre tout ça ensemble pendant ce moment qui est décidément très privilégié. Pour ces jeunes, c'est une chance exceptionnelle de pouvoir se trouver dans des conditions professionnelles, de pouvoir rencontrer un public fidélisé avec la musique, un public habitué à un standard très élevé, et donc de pouvoir également entrer en contact avec des lieux aussi magiques que celui dans lequel ils sont reçus aujourd'hui. Le prince du violon, c'est pour moi déjà évidemment Antonio Vivaldi et Giuliano Carmignola, qui est le soliste invité. Pour moi, c'est deux figures sur scène qui se répondent et je suis aussi là parce que c'est des concertoires de violon. De temps en temps, on échange je fais des fois premier, des fois second et Giuliano, donc on inverse. Il y a un côté très joueur, mais jamais de combat. C'est-à-dire, c'est vrai qu'il y a des oppositions, mais c'est rare que ce soit vraiment deux égos comme ça qui se confrontent.
there is always a link between one country and another when we do music from the 16e, 18e and 17e siècle, because it's sort of a much more European style anyway. And these days we notice the differences, but perhaps in the music, in the concert, the link will be much closer. Quand on regarde les chants de Hildegarde, il n'y a pas de notes comme aujourd'hui avec des barres de mesure, avec des rythmes qui sont écrits. Sa musique est écrite en mouvement. Le mouvement du chant, le mouvement de la voix et le mouvement de la poésie. Il y a un échange harmonique, harmonie de vie, mais de texte, de poésie, de profondeur, et retrouver quelque chose qui a existé il y a très longtemps. Je trouve que c'est très émouvant de ressortir des choses qui ont été chantées il y a plusieurs siècles. Il est arrivé le premier jour de la rencontre entre les instrumentistes d'Aventi et le chœur de chambre Mélisme. J'ai levé la main sans savoir quel son allait sortir. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça peut faire pour un chef, on prévoit un petit peu toujours dans sa tête. Alors, évidemment, j'avais une petite idée. Mais quand même, cette espèce d'alchimie entre la couleur très spécifique, très particulière, d'une part des vents, d'autre part des vents anciens et des voix. Ça a été génial, c'était magique. Vraiment, tout d'un coup, on découvrait un équilibre qui était vraiment évident, quoi. Oh
Donc on est parti depuis le manuscrit de Droujeski, qui était conservé à la bibliothèque de Vienne. J'ai tout restitué les parties du manuscrit, je les ai confiées à Gilda, qui a regardé ça de plus près, qui a restitué les parties vocales. Donc il a fait un énorme travail. Et donc on s'est retrouvés 1 an plus tard à pouvoir enfin jouer cette création, cette recréation de Haydn. En fait, on vit quelque chose qu'on ne vit plus que dans la musique contemporaine, finalement, dans une œuvre qu'on ne connaît pas encore. Et là, on vient de le vivre sur une œuvre qui a été écrite en 1798. Donc forcément, c'est une expérience, je crois que ça nous marquera tous. Et il y a un bonheur, du coup, de participer à cette aventure. On a la chance d'être en résidence ici au Festival de Lanvellec et cette année à Tréguier pour monter ce programme. C'est une première fois pour nous, la première fois que nous le jouons. C'est aussi un programme qui est soutenu par la DRAC Bretagne et je suis du coup très heureux de pouvoir faire la création ici en Bretagne et particulièrement à Tréguier dans cette cathédrale qui est absolument magnifique et qui est un lieu qui se prête parfaitement à ce répertoire. Lanvellec, c'est pour moi d'abord une lumière exceptionnelle. Parce que la Bretagne, pour moi, c'est ça. Il n'y a rien à faire. On arrive là et on sent un monde très... Un monde qui est plein d'histoires. Mais personnellement, c'est toujours à travers la lumière qu'on trouve ici. Cet oratorio voit la seule apparition dans une œuvre musicale de Anne de Bretagne, enfin en tout cas à l'époque baroque, au XVIIe, XVIIIe siècle. Et nous sommes très touchés et très fiers de pouvoir justement donner cette œuvre en première mondiale en Bretagne.
C'est en tant que tout jeune ensemble que nous sommes venus ici pour la première fois dans les années 90. Mais les véritables liens se sont tissés par la suite, à l'arrivée de Geneviève Leloirne en tant que directrice artistique du festival. Et à cette occasion, nous avons développé l'idée de concert à la carte, pour ainsi dire. C'est-à-dire que je me suis toujours prêté avec grand plaisir et grand bonheur au jeu de m'adapter à ces desiderata, je dirais, au niveau thématique, puisque ces thématiques sont toujours très choisies, avec une conscience à la fois intellectuelle et artistique de notre répertoire. Déjà, c'est l'accueil, bien évidemment, de tous les gens qui travaillent ici, qui se battent toute l'année, qui dépensent énormément de leur temps et de leur énergie pour que tout ça soit possible. Les bénévoles, c'est l'âme de ce festival. Sans eux, je crois que, disons, 80% des choses ne pourraient pas se passer.
Donc il faut être très conscient aussi de ça. D'être aussi près des musiciens, voir les coups d'œil complices. Même parfois, ils me demandaient à partir de tel morceau, sur un clin d'œil, donc de baisser un petit peu un projecteur. Faut quoi que l'autre jour, au Carré Magique, ils se sont tous retournés vers moi, là, au moment où on a cité les bénévoles. Je m'y attendais pas. J'ai pris en charge naturellement donc la régie. Les premières fois, 3-4 fois tout seul, et ça s'est enrichi maintenant. On a autour de 2 tonnes de matériel maintenant. Près de 30 ans après le démarrage de ce festival, eh bien effectivement, je crois que tout le Trégor est fier de la réussite de ce festival, de faire venir des amateurs de musique baroque de toute l'Europe, de mobiliser des bénévoles toujours pour faire vivre le festival. C'est finalement une très très belle aventure. Je crois que tous ici, nous en sommes conscients et c'est une chance pour nous de l'avoir vécu.